Bonjour à tous. Chers collègues et partenaires, je suis heureux de pouvoir vous réunir et ouvrir aujourd'hui l'Assemblée générale d'Abibois 2020, et ce malgré le contexte actuel. Le quorum de votants en ligne ayant été atteint, nous pourrons tenir cette Assemblée en toute légalité. L'association s'est adaptée pour offrir au réseau un temps de partage autour de son activité 2019, mais surtout se projeter suite à une période très compliquée. Je vous accueille aujourd'hui au cœur du bois, les nouveaux locaux de l'association, que je vous invite à venir visiter à Rennes. Cet aménagement est l'illustration de l'esprit de l'association et de son action au quotidien. Les élus de l'association et toute l'équipe sont très fiers d'avoir été retenus lauréats du prix national de la construction bois dans la catégorie aménagement. La crise Covid-19 va sans conteste avoir des répercussions considérables sur l'économie mondiale. Elle ne rentre dans aucun modèle de prédiction. Nos entreprises vont connaître une longue et difficile période et vont devoir s'adapter au nouveau contexte. Cette situation ne doit cependant pas faire oublier la priorité pré-Covid, le changement climatique. En effet, l'urgence climatique reste très présente, bien qu'elle ait été masquée médiatiquement par la crise sanitaire. Les indicateurs climatiques n'ont pas fléchi pendant cette crise, bien que nos tentatives pour stopper la propagation du coronavirus ont bénéficié incidemment au climat. Cette période post-Covid est toute trouvée pour porter un plan de relance pour une économie bretonne verte, durable et locale. L'enseignement principal de cette période est la nécessité de relocaliser une part de la production afin de réduire la dépendance et les déplacements, tout en contribuant au développement d'une économie moins impactante. Abibois porte déjà depuis 2 ans la vision Air du bois. Il s'agit d'une vision collective à 2030, d'une Bretagne tournée vers une économie verte et renouvelable, s'appuyant sur une filière forêt-bois forte, porteuse d'emplois, vectrice d'économie et servant de levier de progrès environnemental. C'est pour échanger sur ce sujet que nous avons invité aujourd'hui Thierry Burlot, vice-président du conseil régional. Thierry Burlot, bonjour. Je tiens à vous remercier de vous être mobilisé au cœur du bois, dans les locaux d'Abibois. Nous prendrons le temps d'échanger et de vous questionner en deuxième partie de l'Assemblée. Cependant, il me semble intéressant, en guise d'introduction, que vous puissiez présenter en quelques mots qui vous êtes et quels sont vos mandats à l'échelle régionale et nationale. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, c'est avec plaisir que j'assiste donc à votre Assemblée générale en tant que vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de l'environnement, mais également peut-être en tant que président d'un nouvel établissement public qu'on appelle l'Office français de la biodiversité, qui est un établissement qui regroupe l'ex-ONCFS, Office national de la chasse et de la faune sauvage, et des services de l'AFB, l'Agence française de la biodiversité, qui ensemble ont créé ce nouvel établissement public qui regroupe plus de 2500 salariés pour un budget de l'ordre de 500 millions d'euros et qui, évidemment, établissement qui est très attentif aux grandes questions que vous avez posées, Monsieur le Président, en introduction, à savoir le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Je suis par ailleurs, depuis quelques mois, président du comité de bassin Loire-Bretagne, qui est le comité de bassin qui regroupe le bassin versant de la Loire, du mont Gerbier-des-Joncs jusqu'à l'estuaire, et les ruisseaux côtiers bretons, qui comprend l'ensemble du réseau hydrographique breton. Et vous savez que la France est départagée en 6 grands bassins hydrographiques qui ont chacun leur indépendance de décision et leur indépendance financière pour mettre en place des politiques de reconquête de la qualité des eaux notamment à travers un fonctionnement de redevances financières qui sont payées par tout à chacun, usager de l'eau, pour financer la reconquête et l'amélioration de la qualité des eaux. Donc voilà, très rapidement, le curriculum vitae. Merci, M. Burlot. J'ai aussi à mes côtés 3 autres personnes qui interviendront à l'occasion de cette Assemblée. Il s'agit de Laurent Lemercier, Thierry Soquet, tous deux membres du conseil d'administration, ainsi qu'Olivier Ferron, délégué général de l'association. Donc, si vous voulez bien vous présenter en 2 mots, Laurent.
Donc, Laurent Lemercier, bonjour. Je suis expert forestier. J'exerce au sein d'un cabinet en Centre-Bretagne sur l'intégralité du territoire et je représente pour Abibois l'association des experts forestiers de Bretagne. Bonjour à tous, Thierry Soquet, donc architecte à Rennes depuis maintenant une trentaine d'années et qui exerce sur tout le territoire breton, normand et Pays de la Loire notamment, avec une prépondérance de construction bois et de développement de systèmes constructifs bois et très acharné pour essayer de faire en sorte que les bois locaux soient mis en œuvre sur nos territoires. Voilà. Donc, Olivier Ferron, délégué général d'Abibois, puis ravi de vous recevoir dans les locaux d'Abibois, donc au cœur du bois. Je vous rappelle que notre Assemblée générale va se dérouler en 2 temps. Le premier va être consacré à la partie statutaire et le second au thème d'un plan de relance pour une économie verte, durable et locale sur lequel nous échangerons avec Thierry Burlot. Synthèse du rapport moral. Nous avons dû cette année nous adapter au contexte nous empêchant de nous réunir physiquement. Toutes les pièces préparatoires à cette Assemblée générale vous ont été soumises préalablement. Nous avons pu ainsi valider en ligne l'ensemble des pièces administratives. Il s'agit en premier lieu du rapport moral de l'association qui détaille son activité au cours de l'année passée. Les quelques éléments clés qui vont suivre illustrent cette activité. L'association bénéficie d'une large confiance auprès de ses près de 350 membres, avec une activité dense et diverse. Les partenaires publics, État, région, ont renouvelé leur confiance en signant le contrat de filière 2019-2021 à Saint-Malo l'an passé. L'association a porté en octobre dernier les assises de la forêt et du bois en toute cohérence sur le sujet de la filière face au changement climatique. Pour préparer l'avenir, le président de région, Loïc Chenet-Girard, a annoncé à cette occasion la plantation de 5 millions d'arbres d'ici à 2025. La déclinaison de l'outil Parlons Bois en rencontre du Midi en entreprise a rencontré un réel succès et favorise toujours plus le rapprochement des membres. Le portage en 2019 du printemps de l'éco-construction donne une image d'ouverture et renforce l'image et le positionnement des matériaux biosourcés. Le bilan à 3 ans de l'appel à manifestation d'intérêt de Rennes Métropole promet une perspective de plus de 600 logements en bois. L'association a joué son rôle de générateur de marché en accompagnant la métropole. Dans le domaine du bois énergie, l'animation de la certification CBQ+, porte l'association dans une démarche de qualité. Le déploiement de la démarche forêt, bois et territoire assure une plus grande proximité entre l'association et le terrain. Difficile de vous résumer en quelques lignes toutes les actions portées par l'association. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe qui saura répondre à toutes vos questions. En résumé, l'association et son équipe sont pleinement engagées pour porter une vision collective d'une Bretagne tournée vers une économie verte et renouvelable, s'appuyant sur une filière forêt-bois forte, porteuse d'emplois, vectrice d'économie et servant de levier de progrès environnemental. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Soquet, trésorier, pour la synthèse des éléments financiers. Pour la synthèse des éléments financiers, vous avez eu sur le site internet les éléments détaillés. Donc, ça va être juste une synthèse très courte. Nous vous avons également invité à valider ces pièces financières, compte de résultats, bilan et budget. L'association a fait progresser son chiffre d'affaires de 21% en 2019 face à une contraction des soutiens publics et une progression des cotisations. Le résultat de l'année est de 1 158 €, qui est très réduit. Il est, suite à votre validation en ligne, intégré au fonds associatif.
Voilà pour le compte bilan. Le budget 2020, budget qui est malheureusement en baisse de 16% du budget, avec une prévision à 658 800 € de recettes. Je vous remercie d'avoir bien voulu valider l'ensemble de ces éléments en ligne. 2020 coïncide avec le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'association. Un appel à candidature ouvert à tous les membres, puis un vote en ligne ont permis de retenir les membres du CA selon le trombinoscope qui est affiché. Nous ressentons un vif intérêt de la part des membres à prendre activement part à la stratégie et à la commande de l'outil interprofessionnel. Une remarque quant à la candidature d'Éric de Genlis qui a été retirée entre-temps. L'ensemble des secteurs sont représentés. Le conseil d'administration a fait le choix d'inviter à chacune de ces rencontres des membres qui n'ont pas voulu postuler pour un mandat, mais qui souhaitent ponctuellement contribuer au bon fonctionnement de l'association. C'est le cas de FR Bois pour l'exploitation forestière, Culot pour l'activité de raboterie ou encore de Panager pour la menuiserie industrielle. Un conseil d'administration se réunira le 8 juillet pour élire le nouveau bureau. Vous pourrez prendre connaissance de ce vote en suivant l'actualité de l'association. Donc l'arbre et la forêt représentent aujourd'hui une véritable richesse pour le territoire breton. Stockage de carbone, qualité de l'eau, biodiversité, économie locale et circulaire, emploi local non délocalisable. Donc les vertus de l'arbre sont nombreuses. C'est pour cela que le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, a annoncé en octobre 2019, à l'occasion des Assises de la forêt et du bois, sa volonté de porter à 5 millions d'arbres les projets de plantation sur notre région de Bretagne. Donc une telle ambition trouve son sens si elle s'intègre dans un projet de filière local, vertueux et cohérent. Vertueux parce que le développement économique s'appuie sur les acteurs du territoire par la promotion d'une certaine forme d'économie circulaire. Cohérent pour que la fonction de production, seul revenu de l'arbre et de la forêt, ne peut se faire au détriment des autres fonctions sociales et environnementales. Donc, engager un plan de relance autour de l'arbre et de la forêt, de ces valorisations, particulièrement en période post-Covid, Michel Hamon, notre président, l'a rappelé, aurait donc un sens pour un territoire et des acteurs en recherche d'une dynamique locale et durable. C'est pour échanger sur cette idée que nous avons convié M. Thierry Burlot à cette Assemblée générale. Monsieur Burlot, pouvez-vous nous préciser la façon dont le Conseil régional de Bretagne peut faire de cette idée une réalité? Merci, monsieur le Mercier. Merci, mon cher Laurent. D'abord, moi, je voudrais vous dire que, pour démarrer mon propos, que ce que nous venons de vivre, au-delà de cette crise sanitaire, dont les origines sont, je pense, connues, hein, le trafic d'animaux sauvages, on sait que la propagation du virus a été largement accélérée par un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, les scientifiques sont nombreux à nous dire que, par exemple, la déforestation a contribué très largement à cela. Je vois aussi, à travers cette crise importante que nous avons vécue, qu'on va vivre maintenant une crise économique et que les questions environnementales apparaissent pour tous comme une priorité. Priorité face à la perte de biodiversité. Même en Bretagne, on aurait perdu 30% de nos oiseaux, 30% de nos insectes. Et pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient quand même de ce qui se passait dans les campagnes il y a quelques années. Et
Et d'ailleurs, ce confinement nous a permis aussi de mesurer l'impact de l'activité humaine, parce que quand on arrête tout, ça s'améliore aussi très vite. Donc que rien n'est irrémédiable, mais derrière cette crise, cette perte de biodiversité qui touche tous les territoires, il y a aussi, disons-le clairement, une dégradation de la qualité de notre environnement et qui s'accompagne très clairement par un dérèglement climatique. Et je vais peut-être commencer par là, parce que ce dérèglement climatique, qui était pour certains une affaire de scientifiques, de rapport annuel du GIEC nous interpellant en disant que ça se réchauffe. Alors on parlait de 2 degrés, 3 degrés. Et je vous rappelle que la France a été à l'initiative du fameux rapport, de la fameuse COP 21, disant bon, il va peut-être être temps qu'on réfléchisse. Et je vous rappelle qu'à l'initiative du gouvernement français, à l'époque, il avait été signé un accord international regroupant quasiment tous les pays du monde pour dire qu'il fallait tout faire pour essayer de contenir l'augmentation de la température de la planète à 2 degrés en 2100. Bon. Ça, c'était dans les années 2013, 2014. Et depuis, les COP se sont succédés. Sachant que tenir 2 degrés en 2100, c'était déjà un pari. Hein. Et maintenant, on nous parle que sur les tendances actuelles, on n'est pas à 2, 3 degrés en 2100, il y a 5, 6, 7 degrés en 2100. Ça veut dire qu'il y a des territoires entiers de notre planète qui vont devenir invivables. Et ce qui est déjà le cas, hein. Ce qui est déjà le cas. Et pas si loin que ça de chez nous. Alors, quand on dit ça, on dit, bah oui, mais bon, ça c'est les autres. Le désert avance. Puis tant qu'on a toujours de l'eau qui tombe, etc. Voilà. Ah, mais sauf que la menace se précise. Parce que ces mêmes experts scientifiques nous disent, par exemple, en France, il fera de plus en plus chaud et on aura de plus en plus d'inondations et de plus en plus de risques accrus de catastrophes liées au climat. Ben, vous remarquerez que depuis un moment, elles s'enchaînent les unes après les autres. Hein. Vous vous rappelez les images du sud de la France, les images du Var, mais plus près de chez nous, rappelez-vous que en janvier 2019, nous étions en sécheresse en Ille-et-Vilaine. En janvier 2019. Et que 2 mois plus tard, on était en inondation. Alors, quand on regarde les choses au niveau national, je vais revenir à l'arbre, ne vous inquiétez pas. Quand on regarde les choses au niveau national, et notamment sur le bassin Loire-Bretagne, parce qu'on a commencé à faire des simulations, on nous parle de 30% d'eau en moins. D'eau réellement utilisable, hein, parce que quand il pleut très fort et que ça part en inondation, ça n'a pas beaucoup de sens. D'eau susceptible de réalimenter les nappes. Et on parle de 30% de réalimentation en moins. Alors quand vous êtes dans le Finistère et qu'il pleut 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m par an, que vous en ayez un peu moins, bon, ça va se voir, mais ce n'est pas encore dramatique. Et quand vous êtes sur le bassin rennais et qu'il pleut 600 mm par an, et que vous allez perdre peut-être 30% de votre pluie efficace, là, ça commence à poser problème. Alors, plus vous allez descendre en Sud-Loire, plus le phénomène va s'accentuer parce qu'il pleut, il va faire chaud. Alors, certains disent que les Bretons vont être tranquilles parce que du coup, la Bretagne va devenir une terre d'accueil, terre de résidence où il fera bon vivre parce que le Sud va devenir invivable. Et que déjà, certains réfléchissent aux mutations, comme ça je peux dire, touristiques ou résidentielles. Et on voit bien que l'attractivité de la Bretagne est posée. Alors, si je dis tout ça, c'est que aujourd'hui, ces questions-là nous touchent, nous impactent. Et que, plus que jamais, il faut réduire notre empreinte carbone sur cette planète. Donc, lorsque le président de région, Loïc Chenet-Girard, avait imaginé d'écrire ce qu'on appelle le SRADET,
schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires, il avait imaginé d'appuyer à ce SRADET ce qu'on appelle une BRESCOP, les engagements de la Bretagne sur les accords de Paris pour réduire notre empreinte carbone. Bon. Donc, ce qui est un enjeu considérable qu'on a écrit il y a 1 an, ça y a d'ailleurs participé à nos travaux, afin que l'activité humaine sur notre territoire puisse limiter cette consommation de carbone, cette empreinte carbone. Donc, c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui de ces grandes questions. Mais il ne faut pas croire que c'est l'affaire des autres, c'est aussi notre affaire à tous. Et il faut plus que jamais qu'en matière d'habitat, de logement bien sûr, en matière d'énergie, en matière de transport, en matière de développement économique, il va nous falloir penser et agir autrement. Et on n'a pas d'autre solution. Et les territoires, je crois, où il fera bon vivre demain, sont les territoires qui sauront concilier économie et écologie. Parce qu'on a passé trop de temps à considérer que l'environnement, c'était de la récession. L'environnement, ça sera ce qui fera la condition essentielle pour pouvoir vivre sur un territoire. Et comment veut-on imaginer ou peut-on imaginer de vivre dans un territoire où les rivières seront dégradées, où la biodiversité sera menacée? Comment voulez-vous qu'on vive bien, sainement dans ces territoires? Ce n'est pas possible. Donc ça doit être une marque de fabrique. Alors, je dis tout ça parce que les sujets de l'eau, par exemple, je vais vous prendre ce sujet parce qu'il est important. Je vais arriver sur l'arbre. L'eau. La Bretagne a eu beaucoup de choses à se faire. On lui a reproché beaucoup de choses sur la question environnementale, notamment par rapport à son développement agricole. Et c'est vrai que quand le général de Gaulle a demandé aux Bretons de produire, ils ont produit. Et ils sont tellement courageux qu'ils ont tout fait. Ils ont fait du cochon, ils ont fait du lait, ils ont fait de la viande, ils ont fait de la volaille, ils ont tout fait. Qui fait qu'on s'est réveillé dans les années 70 avec un peu la gueule de bois parce qu'on produisait tellement qu'on avait une quantité de déjection d'effluents à éliminer qui faisait que ça a dégradé la qualité des eaux de nos rivières et de nos estuaires et puis de nos littoraux. Donc la Bretagne, très tôt, a bien compris que, parce qu'on a un territoire hydrographique particulier, le massif armoricain, me permet d'insister, où les transferts d'eau sont beaucoup plus rapides que dans les grandes plaines de la Beauce, par exemple. Donc nous, très tôt, on a été confrontés au fait que tout ce qui se passe sur les territoires bretons peut avoir des conséquences très rapides sur nos rivières et nos littoraux. Donc, très tôt, interpellé sur tout ça. Donc, on s'est réveillé un peu difficilement et en se disant, attendez, on ne peut pas continuer à imaginer de produire dans un environnement dégradé. Donc, il faut qu'on règle cette question d'excédent, de nitrate dans les eaux, etc. Donc, on s'y est mis. Et au moment où je vous parle, la Bretagne doit être la première région du bassin de Loire-Bretagne en termes de reconquête de la qualité des eaux. Puisque on est à peu près à 40% des masses d'eau conformes, directive nitrate, directive européenne, quand les Pays de la Loire, par exemple, sont à 11% des masses d'eau conformes. Mais en Bretagne, quand vous regardez les choses avec attention, vous remarquerez que historiquement, c'était les Côtes-d'Armor et le Finistère qui étaient les mauvais élèves. Et aujourd'hui, le meilleur département de France en matière de reconquête, c'est le Finistère, avec 70% des masses d'eau conformes. Département Morbihan et Côte-d'Armor, on est entre 40 et 50%. Et puis ça tombe à 3% en Ille-et-Vilaine de masse d'eau conforme. Alors pourquoi 3% de masse d'eau conforme en Ille-et-Vilaine? Alors ça ne veut pas dire que dans les départements, même en Finistère, tous les problèmes sont réglés, parce que derrière, de nouvelles pollutions apparaissent, les pesticides, on a toujours, vous le savez bien, nos problématiques d'algues vertes et parfois même d'autres pollutions comme les norovirus dans les baies où on produit de l'ostréiculture. Mais pourquoi l'Ille-et-Vilaine? Parce qu'en Ille-et-Vilaine, il pleut 2 fois moins, je vous ai dit, qu'en Finistère. Donc si vous avez 2 fois moins d'eau dans vos rivières, vous avez 2 fois moins d'eau pour assurer les capacités épuratoires, et vous avez 2 fois moins d'eau pour, on va dire, prélever. Et donc, la qualité des eaux des rivières, elle est dégradée par justement cette atteinte environnementale.
Alors tout va en même temps, hein. Réchauffement climatique, moins d'eau, biodiversité, dégradation de la qualité des eaux brutes. Et aujourd'hui, on se réveille un peu douloureusement en Ille-et-Vilaine parce qu'on se dit, mais le facteur limitant au développement économique de la Bretagne, c'est quoi? Si c'était l'accès à l'eau potable, à une eau de qualité, toute entreprise aujourd'hui en Bretagne, quelle qu'elle soit, a besoin d'une eau de qualité et en quantité. Et si elle veut produire, si elle produit des effluents, la première chose qu'il lui faut aussi, c'est une capacité épuratoire, c'est-à-dire des capacités à rejeter dans le milieu naturel. Aujourd'hui, dans un département comme l'Ille-et-Vilaine, qui est le département qui se développe le plus en Bretagne, où il y a le plus de pression en termes d'attractivité, c'est le département aujourd'hui qui est le plus en difficulté. Donc, il y a urgence à agir. Alors, je voulais vous dire ça pour commencer. Ensuite, je vais vous dire qu'il va falloir qu'on repense nos politiques publiques. Et le président de région, Loïc Chenet-Girard, le dit souvent, on travaille tous en silo. C'est-à-dire, toi, tu t'occupes de l'environnement, toi, tu vas t'occuper de l'aménagement du territoire, toi, tu vas t'occuper de l'agriculture, toi, tu vas t'occuper du logement, comme si une politique publique se construisait sur de la sectorisation. Donc aujourd'hui, si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont posés devant nous, il faut qu'on soit capable de parler à l'économie, dans tous nos domaines d'activité avec une ambition collective. J'ai même envie de dire, la vraie réussite du programme, ça serait qu'il n'y ait plus de vice-président de l'environnement. Ça serait que l'environnement intègre pleinement toutes les autres politiques publiques. Et qu'on engage la reconversion de tous nos sujets autour de ça. Alors l'arbre, c'est intéressant. Parce que l'arbre, finalement, quand on regarde historiquement comment on a créé une politique de l'arbre en Bretagne, on est parti comment? Parce qu'on avait des massifs forestiers quand même qui étaient peu, en termes d'importance, on n'était pas une grande région forestière par rapport à d'autres régions de France. On avait surtout travaillé sur l'arbre dans le bassin versant, on va dire, à travers ce qu'on avait appelé Bresse-Bocage, et la capacité de l'arbre. Et ça, c'était lié aussi au grand remembrement qui avait été fait à l'époque, en disant, attendez, sans doute qu'on est allé trop loin. Mais à l'époque, on ne parlait pas de réchauffement climatique et puis de crues, d'inondations, etc. Mais un bon paysan sait depuis longtemps que si tu tires les talus et les haies, il est bien évident que tu vas améliorer, pas améliorer, le terme n'est pas bon, accélérer les ruissellements, etc. Donc, on était parti sur Bresse-Bocage en disant il faut reconstituer du bocage, des talus et des haies pour préserver les bassins versants et permettre une meilleure épuration des eaux de surface. On avait ensuite travaillé sur des programmes style forêt-bois. Le plan bois-énergie, quand on a commencé à parler des énergies renouvelables, ce qui était légitime parce que le bois est aussi une énergie renouvelable. Puis, on s'est mis aussi à réfléchir sur le bois à construction, en se disant que le bois pouvait être une ressource utile aussi pour la construction et qu'il fallait peut-être arrêter d'aller chercher du bois dans des secteurs alors que peut-être ici il y avait des potentialités. La question des écomatériaux, la question de la traçabilité de nos ressources et finalement la question du marqueur économique de nos ressources dans nos modes de vie qui est posée. Et puis, on pourrait rajouter à ça progressivement des choses autour de ce qu'on a appelé Brésine, un programme de reconversion et de transition écologique, ou de labels qu'on peut travailler sur les... Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, et je voudrais remercier d'ailleurs Alexandre et Sophie qui sont avec moi, ici dans le studio, qui ont écrit ce rapport. On a proposé au président de région un rapport unique autour de l'arbre, de la plantation à l'exploitation. Et comment mettre en cohérence une politique qui se veut avant tout autour de l'arbre et autour de ses fonctions. Fonctions de préservation de la nature, de protection de la biodiversité, de qualité des paysages, mais fonctions aussi économiques dans son exploitation, dans sa gestion, autour des matériaux, autour de l'énergie, autour d'une vraie vision globale qui vise à labelliser et à encourager des plantations, je vais dire, ou d'une gestion concertée et intelligente du sujet. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une filière de l'amont à l'aval, j'ai envie de dire, et d'une filière orchestrée
autour d'Abibois. Et je voudrais vraiment vous remercier de votre invitation et vous dire le souhait de la région Bretagne de construire une politique publique autour de l'arbre qui intègre l'ensemble de ces dimensions. Et c'est ça que je voulais vous dire au nom du président de la région Bretagne, Loïc Chénégera, c'est cette volonté, à travers l'annonce qu'il a faite de 5 millions d'arbres, c'est de se dire on ne va pas les planter n'importe comment. Il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça donne envie. Et à travers l'arbre, finalement, eh ben, on pourrait tout simplement redécouvrir, simplement, naturellement, les bienfaits de l'environnement. Parce que l'arbre, c'est un symbole, c'est un don de la nature. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas d'exploiter les terres agricoles, ça n'empêche pas de faire de l'économie, ça n'empêche pas de faire de l'énergie, ça n'empêche pas de faire des bâtiments, ça n'empêche pas de construire. Ça peut répondre peut-être même à l'ensemble de la demande. Mais la question, c'est comment on gère le tout intelligemment pour faire en sorte qu'on ne vive pas ce saccage qu'on a vécu pendant des années, à savoir le jour où quelqu'un décide de tout abattre, il n'abatte tout. Parfois même en utilisant des bois d'œuvre pour faire du bois de chauffage ou ne sais quoi, alors qu'on pourrait passer à côté de gestion plus intelligente et plus concertée de tout ça. En tout cas, je pense qu'on a intérêt collectivement à travailler le sujet. Et je voudrais vous annoncer que à la prochaine session du Conseil régional de Bretagne, qui aura lieu en juillet, début juillet, le 8 et le 9 juillet, je crois, 10, il vaut mieux que je vienne le 10, on aura ces sujets un peu au cœur de nos rapports, puisqu'on a 4 rapports qui sont essentiels. On a le premier rapport, qui est le bilan d'étape du schéma régional de cohérence écologique. Quand vous écrivez le schéma régional de cohérence écologique, si vous n'avez pas ces corridors que peuvent constituer les haies, par exemple, ou les forêts, ou les massifs boisés, essentiel pour écrire la trame verte et bleue en Bretagne. Et la trame verte et bleue, elle ne va pas s'écrire uniquement sur les espaces publics. Elle va s'écrire aussi avec les Bretons. Donc que chacun comprenne bien l'intérêt de ce premier rapport. Le deuxième rapport, il aura lieu à ressources, biodiversité, économie circulaire. Le bois, je m'excuse, mais c'est de l'économie circulaire. C'est du territoire. Ça peut être une ambition collective, encore une fois, autour des valeurs que j'ai données tout à l'heure. Et vous voyez, avec Alexandre, tout à l'heure, nous étions en train de parler de la labellisation pour permettre justement une meilleure appropriation, de meilleures possibilités d'accès au marché public, par exemple, pour les collectivités, pour l'achat du bois énergie. Voilà, trouver des formules qui permettent de faire le lien entre l'entretien, la plaquette de bois énergie et la question énergétique des énergies renouvelables. Donc, vous voyez, autant de dispositifs qui devront se compléter. Et le troisième rapport, c'est un rapport un peu plus compliqué sur la filière hydrogène, mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais encore une fois, je pense que collectivement, si on sait redonner à l'arbre toutes les dimensions qu'il peut nous apporter, je pense qu'on aura gagné. Et surtout, pas les opposer. On a intérêt de construire une politique équilibrée de la gestion de l'arbre dans nos territoires. Et la région souhaite, avec les partenaires, l'ensemble des partenaires, que ce soit les agences de l'eau ou de la biodiversité, mais aussi les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités de Bretagne, mais aussi les professionnels du bois, mais aussi les propriétaires, mais aussi les gestionnaires de ces espaces. On souhaite collectivement, être en capacité de faire des propositions. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à l'Office français de la biodiversité depuis quelques semaines. L'une de mes premières sorties, ça a été de rencontrer les chasseurs et les propriétaires forestiers, le CRPF, sur la question de la gestion des espaces. Et j'ai eu quand même la satisfaction de voir que les Bretons n'étaient pas en retard. Loin de là.
Et ce qui prouve que on est capable, ici, je crois, en Bretagne, de trouver les consensus pour avoir une gestion différenciée des espaces et trouver les bonnes formules. Donc voilà, si le Conseil régional de Bretagne peut vous aider dans ce travail, on sera content. Voilà. Merci, M. Burlot. Nous proposons maintenant de poursuivre par un temps d'échange avec Thierry. Nous poser en direct. Merci, Monsieur Burlot. Donc, merci, Monsieur Burlot, pour cette déclaration d'amour. J'ai eu l'occasion déjà de le dire en aparté. Effectivement, le discours et les convictions que vous portez, que la région Bretagne porte en faveur de l'arbre et de la forêt, moi, nous font vraiment chaud au cœur. Je voudrais vous dire qu'on a quand même certains points de convergence, et je relève là aussi une cohérence, parce que c'est un mot qu'il va falloir qu'on utilise pour conduire ensemble toutes ces politiques et toute cette valorisation de l'arbre et de la forêt. Convergence déjà sur la capacité de la Bretagne, vous l'avez souligné, à être un petit peu un laboratoire d'essai peut-être du territoire national pour démontrer qu'on est en capacité effectivement pour cette filière forêt-bois de répondre réellement aux enjeux de demain. Ça, je suis convaincu qu'on a une capacité à démontrer ça. Vous l'avez souligné au travers des relations que vous avez eues avec les propriétaires forestiers et les chasseurs sur les travaux autour de l'équilibre sylvo-cynégétique, qui est aussi une question qui est pour nous extrêmement préoccupante. Moi, j'ai des mandats nationaux au sein d'Experts forestiers de France et je peux vous dire que j'ai souvent l'occasion de parler des travaux, des réalisations qu'on porte en Bretagne. Et même si on n'est pas une région phare sur le plan de la surface forestière, je peux vous dire qu'on est regardé, qu'on est écouté, parce que vraiment, je crois, alors on est entre Bretons ici, donc on est convaincus, mais on a vraiment un coup d'avance sur les autres. Et ce coup d'avance, il faut qu'on le garde. Et pour le garder, on a vraiment besoin de votre aide. Alors, moi, je voudrais quand même vous poser une question, parce que au quotidien, dans la gestion des forêts, on est quand même confronté à un certain nombre de difficultés. Les gens sont effectivement, d'une manière assez générale, convaincus que l'arbre, que la forêt, c'est vertueux sur le plan du climat, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la protection de la ressource en eau. C'est vertueux parce qu'effectivement, on peut l'utiliser en tant que matériau renouvelable, mais en même temps, quand on en coupe quelquefois, même de manière raisonnée, on sent de plus en plus une opposition. Moi, j'analyse ça comme étant, comment dire, le divorce de culture entre des gens qui ne mesurent pas réellement ce qui se passe au sein des territoires, particulièrement au sein de la forêt. Alors, on peut se rapprocher en ça des pratiques de l'agriculture. L'agriculture a connu aussi, et connaît peut-être encore aujourd'hui, ce divorce entre la fonction de production et l'acceptabilité sociale de cette fonction. Donc, pour nous, ça, c'est une difficulté. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que finalement, maintenant, quand on veut planter des arbres, pour le coup, là, on a aussi des difficultés. C'est-à-dire que les gens, la société, je vais appeler ça sur le plan assez général, la société nous interroge sur l'impact négatif que pourrait avoir l'arbre vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la biodiversité. Et puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que quelquefois, au travers des dispositifs Bryce Forêt-Bois, on a même des arrêtés du préfet de région qui sont une véritable procès de la forêt. Donc, je pense que, vous l'avez dit, on fonctionne peut-être un petit peu de manière très sectorisée. Et je pense qu'il faut retrouver du lien, de la cohérence entre tout ça. Et moi, je voudrais savoir comment la région peut nous aider, peut aider cette filière à trouver de la cohérence entre tout ça, réconcilier la fonction de production forestière avec les enjeux qu'on a très clairement identifiés. Alors, il faut bien comprendre une chose également, c'est que nous ne sommes pas des adeptes monomaniaques de la production forestière. La production forestière, on ne peut la réaliser, et elle n'est valide, qu'à la condition que la fonction de biodiversité, la préservation des sols, soit réalisée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pousser un arbre sur quelque chose qu'on a massacré avant. Donc, une démarche responsable, la démarche responsable que les forestiers bretons ont, c'est de tendre vers cet objectif de préserver le milieu pour qu'il soit productif. Donc, c'est finalement associer et rendre cohérent, vertueux, compatible
ces différentes fonctions. Donc, je renouvelle ma question parce que j'ai dérapé un petit peu. Comment est-ce que la région peut nous aider dans l'acceptabilité sociale de nos pratiques forestières, dont certaines peuvent probablement évoluer? Mais comment est-ce que la région, comment voyez-vous le rôle de la région de Bretagne sur ce sujet? Merci. Non, j'ai pas bien compris le troisième point avec la préfète de région, mais sur les deux premiers points, moi je suis un peu affolé, je ne vous cache pas, de voir au-delà de la question de la forêt, de la tension dans les campagnes. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, on a affaire à des difficultés quand même dans la mise en œuvre de nos politiques publiques ou même dans la gestion de l'espace. On voit bien que les positions se radicalisent et sincèrement, personne n'a à gagner de ça. Donc, vous savez, j'étais très malheureux de voir qu'on en arrive même à agresser des agriculteurs sur leurs tracteurs quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Donc, il faut faire attention parce que il y a une vraie rupture qui pourrait s'engager. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à tout ça et qu'on retrouve du sens commun. Et je crois que le rôle des pouvoirs publics, bah, c'est ça. C'est d'expliquer qu'un arbre, il a une vie, qu'à un moment donné, on le plante, à un moment donné, on le suit, on l'entretient, et ensuite, on l'exploite. Et je crois qu'à partir du moment où il y a des réactions qu'on peut comprendre, ce que vous voulez, quand malheureusement des haies sont abattues de manière un peu sauvage, sans aucune discussion avec les voisins sur le rôle du paysage, sur les questions de l'eau, etc., évidemment, ça peut créer des tensions. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans nos territoires de Bretagne, on est en capacité de trouver des lieux avec les experts, avec vous. C'est peut-être là qu'il faut qu'on réfléchisse avec la Bibois et la région, de la manière d'avoir une gestion intelligente, partagée de cette question. Et je crois qu'on est en capacité aujourd'hui, si on met en place cette politique de la plantation jusqu'à l'exploitation, d'être à vos côtés pour éviter ce genre de dérives qui ne peuvent que nuire à notre société et à notre ambition. On a intérêt d'y veiller, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension derrière tout ça. Il y a aussi des formes de radicalisme. Hein. Faut dire les choses. Hein. Faut dire les choses, et ça, faut y veiller. Notre société est traversée par plein de contradictions, et c'est à nous, élus dans nos territoires, d'essayer d'être aussi en capacité de jouer ce rôle des médiations. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure et je vais en profiter. Dans le cadre de la session du Conseil régional, on va aussi décider la création d'un fonds vert, et Sophie y travaille. Et l'idée, c'est d'associer les acteurs publics et privés à la création d'un fonds financier qui viendrait permettre d'alimenter cette politique autour de l'arbre. Et l'arbre nous paraît être le bon symbole pour engager ce travail. Donc, le président de région fera des annonces sur le sujet à la prochaine session. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en trouvant et en recherchant collectivement des moyens financiers partagés entre le public, le privé, sur ce qu'on pourrait appeler des compensations, sur la volonté d'agir sur la réduction de l'empreinte carbone, sur la volonté des entreprises d'agir sur une moins grande empreinte environnementale. On pourrait dégager des fonds communs pour permettre à cette politique de l'arbre de se décliner paisiblement dans les territoires. Parce que tout est dans tout. L'essentiel est de voir que cette construction est collective et qu'ensemble, on va gérer de la meilleure façon possible sur l'ensemble des dimensions qu'on a précisées tout à l'heure, l'arbre. Voilà. Il va falloir peut-être convaincre, mais je crois que le résultat de ce qui se passe aujourd'hui est aussi malheureusement lié à ce qui s'est passé pendant des années, à savoir qu'il y a beaucoup de
de haies, beaucoup d'espaces qui ont disparu tout simplement et qui n'ont fait l'objet d'aucune replantation. Et la disparition d'une haie peut être vécue terriblement, par exemple. Merci pour cette réponse. Je voulais compléter peut-être mon propos en vous disant que dans bien des cas aussi, on rencontre une certaine forme de méconnaissance du sujet de la part des élus locaux, des maires de communes ou des responsables de services qui nous interpellent sur tel couple ou tel projet de plantation parce qu'ils n'en ont pas eu connaissance. Et je pense que, parce qu'on est là aussi pour débattre et aussi peut-être pour vous aider à construire cette politique, vous donner des idées au moins, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des territoires pour sensibiliser les élus locaux qui sont plus proches de la population et pour les aider à rendre acceptables tantôt ces projets de plantation, tantôt ces projets d'exploitation. Alors, il faudra aussi qu'on soit pédagogue, parce qu'il faut de la pédagogie aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir. Il faut savoir que les méthodes sylvicoles qu'on met en œuvre et qui sont les plus visibles, parce qu'on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est effectivement la conséquence de ce programme qui a été mis en œuvre dans les années 1960 à 1980. Vous avez parlé de l'empreinte du général de Gaulle tout à l'heure, qui s'appelle le Fonds forestier national. Le Fonds forestier national avait pour objectif de dynamiser, de produire du bois un petit peu à n'importe quel prix. Aujourd'hui, avec le recul, on sait qu'il y a bien des choses qui n'auraient pas dû être faites, mais pour autant, il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, une partie des bois qui sont dans cet aménagement est le fruit de cette politique. Alors effectivement, on est parti sur des résinus à croissance rapide, sur de la monospécificité, et aujourd'hui, on gère ces espaces-là. Et les méthodes de gestion de ces espaces-là sont la conséquence de ces choix d'il y a 40 ou 50 ans. Alors, on peut pas, la question n'est surtout pas de faire le procès de nos aînés. Ils ont fait un sacré boulot. Mais ce qu'il faut que la société comprenne, ce qu'il faut que les élus des territoires comprennent, c'est que on gère cet espace-là, mais que demain, ce n'est pas forcément la reconduction à l'identique de cela. D'ailleurs, ce n'est surtout pas ça. Parce que si on reconduisait à l'identique ce qui a été fait dans les années 60-80, ne serait-ce qu'au regard des changements climatiques, on est convaincu qu'on va dans le mur. Donc, on a un peu quelquefois cette impression qu'on est jugé dans nos pratiques d'aujourd'hui sur ce qui s'est fait hier. Et ça, pour nous, c'est vraiment une grande difficulté. Et comme on est un peu jugé parti, pour nous, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de faire de la pédagogie là-dessus. Donc, on a vraiment besoin de cette politique, peut-être au niveau régional, qui puisse expliquer tous ces enjeux et dire que la forêt d'aujourd'hui et celle de demain n'est évidemment pas celle qu'on a fait hier. Voilà. En tout cas, il faudra qu'on ait toujours cette fonction de production, parce que c'est aujourd'hui, et malheureusement, j'aurais tendance à dire, la seule qui est rémunératrice pour le foncier. Alors que les fonctions de biodiversité, les fonctions de paysage, etc., aujourd'hui ne sont pas rémunérées. Donc on parle d'aménité. Quand pourra-t-on les payer ou du moins les valoriser d'une manière ou d'une autre? Mais tant que la fonction de production supportera toutes les autres, elle fera partie intégrante de la démarche d'une propriété, voilà, d'un territoire. Est-ce que vous le voulez? Non, mais je partage. Je partage. C'est vrai qu'il y a l'historique. Bon, il y a eu des choses aussi qui se sont faites qui n'étaient pas forcément. Voilà. Donc, il s'agit bien de construire politiquement de construire collectivement cette politique. Moi, ce que je voudrais vous dire, vous savez, dans les territoires, on a fait une enquête au titre de l'eau en Bretagne pour savoir combien de personnes travaillaient sur le grand cycle de l'eau en Bretagne. 600 personnes. Et c'est marrant parce qu'il y a certains qui sont spécialisés sur le cours d'eau, d'autres qui sont spécialisés sur les zones humides, d'autres sur le bocage, et chacun fait son classement. Et puis, peut-être pas toujours dans les mêmes organisations. Et puis, tout ça, il va falloir optimiser tout ça. Parce que vous avez bien compris tous que, comme il y a moins d'argent public, il va falloir faire mieux avec moins et faire plus cohérent. Parce que je vous disais tout à l'heure sur la transversalité des politiques publiques, c'est pas la même chose. Quand vous serez technicien environnement dans une collectivité demain, quand vous serez amené à vous occuper du grand cycle de l'eau, par exemple,
ben, il faudra que vous soyez compétent aussi en matière de bocage, d'exploitation de la forêt et de gestion d'un espace territorial, qui est votre communauté de communes, dans un bassin versant. Et je pense que ça passe par de la formation des acteurs, par de l'information entre les acteurs. Et je pense aujourd'hui, ici en Bretagne, on a les conditions pour faire ça. On a les conditions pour faire ça. Alors pour revenir au financement de tout cela, parce qu'il y a la période de plantation, il y a la période de gestion et ensuite la période d'exploitation, ce que je comprends bien. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des dispositifs nouveaux qui s'installent. Je voulais parler du fonds vert, je pourrais vous parler des programmes, des paiements pour services environnementaux, parce que c'est un sujet sur lequel on va travailler aussi. À partir du moment où l'utilité sera démontrée, ça se discute. Moi, dans une vie antérieure, je m'occupais de protection de captage d'eau. Un captage sous une forêt, c'est 0 nitrate. Hein. Il ne peut pas être sorti de Saint-Cyr, c'est 0 nitrate. Et vous voyez les bienfaits pour la collectivité. Parce qu'une collectivité qui a un captage sous une forêt n'a pas de question à se poser sur la protection du site. Hein. Bon, peut-être qu'il y a des choses à discuter. Peut-être qu'il y a des choses à discuter. Et à l'inverse, si vous avez des espaces agricoles dans votre périmètre de protection avec des très fortes contraintes en termes d'exploitation, etc., si vous voulez garder votre captage, il faut mettre des réglementations, il faut interdire un certain nombre de choses, on discute. On discute. Mais si on veut améliorer collectivement un espace, faut aussi voir sa valeur. Et ça fait partie des négociations. Et encore une fois, Abibois et la région Bretagne, à travers ce que pourrait être cette feuille de route commune, je pense qu'il faudrait qu'on regarde les points sur lesquels il faudrait travailler, concertation, implication territoriale, formation des acteurs, concertation avec la population, pourquoi pas, si on arrive à des points de tension, mais qu'on soit capable de mettre des outils, même de médiation, pour parler de ces sujets. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant. Oui, moi j'ai abordé le sujet de la construction, bien évidemment, et notamment, comme tout à l'heure, j'ai entendu avec plaisir vous entendre dire qu'il y avait un constat qui avait été fait, que la région, et pas que la région, mais malheureusement tous les services et collectivités fonctionnent en silo, avec un réel manque de passerelle entre ces silos. Et nous, dans la pratique quotidienne que nous avons, que ce soit toutes les collectivités, souvent on constate qu'une volonté politique d'aller plus loin dans la construction vertueuse et notamment l'utilisation des matériaux dans le bois, évidemment, on s'aperçoit que dans les services qui sont chargés, eux, uniquement de la construction, ils ne sont que comptables et non pas des moteurs pour aller dans ce sens-là. Et donc, il est évident, comme vous disiez tout de suite, qu'il va falloir qu'il y ait des passerelles, mais qu'il y ait des symbioses dans ces services pour que, entre une volonté de faire de la plantation d'un côté, une volonté de gérer la forêt et ensuite de l'exploiter, il faut aussi que les moteurs soient aussi dans les services. Et donc, la question, c'est est-ce que, au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez déjà commencé à réfléchir à comment faire en sorte que les services, entre eux, échangent et que ce ne soient pas les acteurs de la construction qui sont les moteurs, qui parfois sont obligés de se bagarrer pour faire avancer les choses? Écoutez, il faut une volonté politique forte. Hein. Moi, je me souviens, à l'époque, on avait imaginé avec Daniel Couef, que vous connaissez tous, maire de Langouette, une politique qu'on avait appelée Écofort. Et on avait dit dans cette politique Écofort, par exemple, que dans tout bâtiment public, on interdisait le bois exotique. Et qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler? Mais n'empêche qu'au bout du bout, quand on dit si vous voulez faire, vous faites, mais venez pas demander une subvention si vous allez prendre du bois exotique, c'est tout. On ne vous empêche pas de faire. Mais si vous voulez l'aide de la région, l'aide des pouvoirs publics, ça sera une condition. Et je peux vous assurer que ça a marché. Hein. Alors, je ne suis pas forcément pour la méthode Coué, comme on dit, mais il faut qu'on réfléchisse
à faire comprendre aussi aux uns et aux autres que les ressources dans le monde, les ressources pour construire, pour l'habitat, ne sont pas inépuisables et que peut-être qu'il est important de regarder, avant d'imaginer une construction, sa déconstruction. Parce que vous avez vu les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hein. Quand il s'agit de déconstruire des bâtiments qui ont 30-40 ans, qui sont pleins d'amiante et pleins de cochonneries, où on ne sait pas quoi faire des terres polluées, on ne sait pas quoi faire. Jamais on a évalué ces coûts-là dans la construction initiale. Hein. Aujourd'hui, les pays européens qui imaginent la déconstruction avant d'imaginer la construction. Donc c'est là aussi qu'il va falloir qu'on change nos modalités d'organisation d'un bâtiment ou de pensée d'un bâtiment. Et le président de région le disait encore la semaine dernière, il va falloir sans doute qu'on soit plus économe dans les espaces, qu'on soit plus économe dans la manière de concevoir, et que le parent pauvre de l'affaire ne soit pas justement tout ce qui va contribuer à la transition. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, puisque vous avez créé une plaquette là, au cœur du bois, où vous avez testé sur vos propres locaux. Vous avez, je crois, démontré à travers votre expérience que ce n'était pas plus cher. Donc, il faut qu'on arrête de dire que dès qu'on va toucher à des matériaux moins durables ou plus durables, ça soit plus cher. Parce que c'est toujours l'argument qui est énoncé. Parce qu'on oublie de dire qu'on n'a pas mis les filières non plus pour que ça se passe bien, hein, entre nous. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire autrement. Parce qu'il faut s'imaginer que tous les matériaux à petit prix, etc., à un moment donné, ça ne pourra pas continuer. Donc, il va falloir qu'on pense le bâtiment de demain autrement. Et je sais que la région, elle souhaite être un peu plus exemplaire, parce qu'on va le dire comme ça, sur ces bâtiments dits publics. Hein, je pense notamment au niveau des établissements scolaires au lycée. Mais je crois qu'il faut qu'on soit capable, et ce n'est pas simple, je sais, parce qu'à l'époque, on l'avait travaillé avec COEF, sur l'éco-construction, sur la sensibilisation des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, qu'on soit plus ferme, notamment dans l'attribution des aides publiques. Moi ça ne me choque pas. Alors, on me dit que éco-conditionnaliser, ce n'est pas le bon mot. Enfin, ça ne me choque pas qu'on conditionne les aides publiques à l'utilisation de matériaux durables. Et voilà, ça me paraît être même du bon sens. Surtout si on peut avoir des légers surcoûts. Mais ce qui n'est pas démontré. Donc, on ne va pas commencer par dire ça. Mais je crois qu'il faut sensibiliser les maîtres d'ouvrage, sensibiliser les maîtres d'œuvre, et qu'ils aient une vraie volonté aussi de s'engager dans cela. Alors, je sais, il y a aussi le rôle des services. Et vous l'avez fort bien identifié. Mais là aussi, ce n'est pas contre les services. Hein. Donc, c'est aussi de l'éducation à ces transitions qu'il va falloir initier. Mais moi, je suis assez convaincu que, encore une fois, si on sait, si ces collectivités qui vont porter les plantations demain, ou porter un projet avec Abibois autour de l'arbre demain, si ces collectivités, après-demain, doivent construire un bâtiment, peut-être que le fait d'avoir initié la démarche autour d'une vraie politique de plantation, etc., peut-être que ça lui donnera aussi envie et de la cohérence d'aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut qu'on y travaille. Je sais que ce n'est pas simple, mais en tout cas, les collectivités publiques, je crois, doivent jouer un rôle d'exemplarité sur ça. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Bon, donc, il faut qu'on essaye de le faire, mais vous savez, c'est comme l'économie décarbonée sur nos transports. Si on dit que tout le temps que ça coûte plus cher, on ne fera jamais rien. Et pourtant, l'empreinte carbone des transports en montagne, elle est là. Hein. Donc, vous voyez, il faut essayer de trouver. Alors, c'est plus compliqué, mais bon, ça peut apparaître plus compliqué. Et vous voyez, à travers l'exemple que vous nous avez montré là, Abibois a su démontrer sa capacité à faire. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Dans le cadre des outils qui sont en réflexion,
on a travaillé sur un appel à manifestation d'intérêt concernant les matériaux biosourcés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est le rapport qu'on va présenter en session sur l'économie circulaire. Donc, c'est le projet qu'on va présenter, la feuille de route économie circulaire. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est lancé. Donc là, je ne sais pas pourquoi on devait avoir les réponses aux candidatures, mais bon, on va examiner ça très près. Pour tout vous dire, on avait une réunion ce matin avec le service économie de la région. Parce qu'il n'y aura pas deux économies. Hein. Il n'y aura pas l'économie circulaire et l'autre à côté. Il faut que tout circule en même temps, si je puis dire. Et ça, ce n'est pas toujours évident non plus, vous voyez, parce qu'on n'est pas toujours dans la même logique. Mais il faudra que l'économie circulaire, demain, soit peut-être mieux intégrée dans… Et oui, on a discuté avec le vice-président Martin Merrier sur la manière d'intégrer l'économie circulaire dans ce que certains appelleraient la vraie vie, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais enfin bon, ou la vraie économie. Non, l'économie de demain, elle sera circulaire. Parce que l'économie des ressources fera que de toute façon, on ne pourra pas avoir accès à tout. Donc, il va falloir qu'on soit beaucoup plus sobre en énergie, en ressources, et qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Bon, je crois une nouvelle fois que la Bretagne a fait des choses intéressantes sur le sujet et continue. L'économie circulaire a longtemps été aussi cantonnée à l'économie sociale et solidaire. Ou l'économie sociale et solidaire, plutôt, c'est beaucoup investi sur ces sujets-là. Et ils ont fait un rôle de défrichage absolument exceptionnel. Je pense qu'on est dans l'économie réelle. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça qu'il faut essayer de définir. Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas vous répondre en disant que vous avez été retenu parce que je vous dirai une bêtise. Mais sachez évidemment qu'on va regarder avec attention le dossier déposé par Amibois. Mais voilà, pour nous, c'est une vraie ambition. On souhaite vraiment, sur cette question de l'économie circulaire, alors l'arbre, je trouve en plus que c'est un très beau symbole, quoi. Mais l'économie circulaire, c'est un dossier très large. Et oui, les choses évoluent bien. L'autre jour, j'étais sur l'usine d'ordures ménagères à l'Antique, où on est en train de construire une petite maison de l'environnement, la maison de l'arbre, qu'on va l'appeler, la maison de l'arbre, maison de la nature et de l'arbre. Et il faudrait que je vous fasse visiter ça, d'ailleurs. Et donc, ils étaient en train d'isoler les bâtiments, et j'ai remarqué que l'isolation était faite de matériaux de recyclage des textiles. Exactement. Produits dans le nord de la France par Emmaüs. Métis. Voilà, exactement. J'étais assez content parce que je me suis dit, comme quoi les choses, quand même, commencent à évoluer. Donc, vous voyez, je pense que tout ça est intéressant. Mais là aussi, si je peux me permettre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à créer des banques de partage de données. Parce que souvent, les choses se font par méconnaissance. Des expériences, des contacts, ou s'approvisionner, etc. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse aussi à ça. Mais en tout cas, moi, je crois qu'on a une capacité de développement autour de tout ça qui est importante. Et là aussi, il faudra convaincre, mais pas que. Je pense qu'il faut surtout que les gens savent qu'on est prêt à évoluer sur le sujet. On a… Juste pour revenir sur cette exigence de connaissance, en effet, je pense qu'il est important, et dans tous les services des grosses collectivités, soit la région, les départements ou les métropoles, c'est que les services qui sont en charge de la construction pour cette partie-là aient ces connaissances. Et on s'aperçoit que justement, l'opposition vient du manque de connaissances. Alors souvent, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les avis techniques, etc. Et donc, il y a un frein qui s'installe, et petit à petit, quand ils échangent avec l'autre collègue qui dit « Oh non, attention, tu prends un risque si tu fais ci, tu fais ça », et au final, on revient petit à petit d'une opération qu'on voudrait exemplaire à quelque chose de moins exemplaire. Et donc, je pense qu'il
Et ce qu'on s'aperçoit, nous, en tant qu'Abibois ou en tant qu'interpro, en tant que même interpro de la maîtrise d'œuvre, lors des archives et tout, c'est que les services restent dans leur bureau, dans leur silo, comme vous avez dit, et ils n'en sortent pas. Et il faudrait qu'on puisse avoir des passerelles, notamment de formation, avec les gens des services, quels qu'ils soient les collectivités. Et la région pourrait être, en charge de la formation, pourrait être un moteur, justement, pour créer ces passerelles entre le privé et les services des collectivités territoriales. Donc, qu'est-ce que vous pensez à l'époque, on avait eu un projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, de création d'un centre de l'habitat durable à Fougères, vous vous rappelez? Et bon, mais c'est évident que la région en charge des formations, des transitions, doit réfléchir à ça, bien évidemment. Et moi, je suis quand même assez impressionné. Quand je vois aujourd'hui la Chambre des métiers, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'aller à une manifestation qu'ils appellent Réparateur. 500 artisans bretons engagés dans la réparation. 500. Une marchand de chaussures, enfin, en passant par... Et je vous assure que c'est impressionnant. Aujourd'hui, on ne va pas consommer de la même façon qu'hier. Je pense que le monde de la réparation a de beaux jours dans lui. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui... On était dans un monde un peu fou où on consommait, on jetait, on consommait. Et ça, je pense que la crise du Covid va sans doute nous faire réfléchir, agir autrement. Et vous savez, quand on va expliquer aux concitoyens qu'on retrouve des plastiques, des nanoparticules de plastique dans l'eau de mer, que ces nanoparticules de plastique dans l'eau de mer viennent de nos rivières et qu'elles viennent principalement de nos sèche-linges et de nos machines à laver, c'est la réalité. Je parle bien des nanoparticules de plastique. Est-ce que vous avez déjà ouvert votre sèche-linge? Pour ceux qui en ont un. Enfin, regardez, il y a un filtre là. Ben, tout ça, c'est des nanoparticules de plastique. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, si on veut lutter contre les plastiques dans les océans, il va peut-être falloir qu'on change un peu notre manière d'acheter des vêtements, de consommer des vêtements, etc. Et vous avez vu ce qu'on jette par an, ce qu'on peut jeter. En charge du plan régional des déchets, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Il me semble que chaque Breton, c'est 50 kilos, 55 kilos. 65 kilos. Voilà. Par an et par Breton. Donc vous voyez, vous êtes 3 dans la famille, vous multipliez par 3. Hein. 150. Bon, peut-être falloir qu'on se dise... voilà. Donc je pense que, vous savez, la meilleure façon de lutter contre les plastiques en Bretagne, c'est d'arrêter, c'est de continuer, c'est de reprendre de confiance dans l'eau du robinet. Parce que pourquoi on boit des bouteilles de plastique en Bretagne? Parce qu'on n'a pas confiance dans l'eau du robinet. Et si on avait confiance dans l'eau du robinet, on s'apercevra quand même qu'elle est 10 fois moins chère. Donc voilà, ça passe par ça. Et je pense que les transitions, il ne faut pas les vivre, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. Encore une fois, les contraintes enfin, l'environnement, ça a toujours été perçu comme des contraintes. Ils nous emmerdent avec ces histoires. On veut faire ce qu'on veut, et puis les enquêtes publiques, c'est nous enquiquine, enfin, vous voyez le truc, quoi. Ouais, alors maintenant, si l'escargot de Quimper vient empêcher la création des stades de foot, alors où va-t-on ou la déviation de je ne sais quoi. Bon, ça c'est un peu caricatural, mais pas que. Non. La question environnementale, la question des transitions, on peut la vivre joyeusement. Encore faut-il donner un chemin, une trajectoire, que les gens comprennent. Et je pense que nos concitoyens ne sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre. Mais ils veulent comprendre la logique globale. Parce qu'aujourd'hui, ils ne comprennent plus rien. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose, c'est fait en Chine, c'est emballé je ne sais où, et puis c'est consommé ici. Et puis après, c'est acheté, je ne veux pas le savoir. Ça, c'est plus possible. Si on veut être dans des transitions heureuses, il faut comprendre qu'il va falloir sans doute consommer moins,
être plus résilient, être capable de, quand je me loge, quand je me déplace, quand j'achète quelque chose, eh ben, je fais plus attention à, voilà, peut-être que je change, voilà. Et j'ai un point sur lequel j'insiste beaucoup aussi. Il faut que la transition environnementale soit accessible à tous. Accessible à tous. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont les moyens. Et ça, c'est un véritable défi. Véritable défi qui est devant nous. Alors, j'ai quitté un peu la forêt, hein, Monsieur le Président, excusez-moi. On va vous y ramener. Donc, moi, j'avais juste quelques questions de la part des participants. On va les résumer sur 2 blocs. La première, c'est la territorialisation de cette ambition politique, hein, qui est soulignée, en tout cas qui est plutôt remarquée favorablement. Mais comment aujourd'hui on peut créer justement ce lien entre une politique régionale et puis un territoire? Alors vous avez évoqué une solution qui est rappelée dans les remarques des participants, c'est l'idée de s'appuyer sur des compétences territoriales. Vous avez parlé par exemple des 600 compétences dans la politique de l'eau. On a des conseillers en énergie partagée, on a des conseillers Brest-Bocage, etc. Donc il y a une force sur le territoire, mais comment on réussit justement à les mettre en mouvement de manière convergente vers cette politique de l'arbre. Et puis l'autre question, c'est de manière générale par rapport à plusieurs questions qu'on a reçues, mais bon voilà, je la résume comme ça, c'est l'opérationnalité de cette politique, son calendrier, sa méthode, voilà, donc d'un côté le territoire, de l'autre côté concrètement comment ça va se mettre en place, quoi. Sur le territoire, bon, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on a vécu un mandat municipal et surtout intercommunal très dense, très fort en termes de prise de compétences, et on vit une révolution territoriale. On n'a jamais voulu le dire, mais on est en train de supprimer progressivement les communes. Et comme on n'a jamais voulu toucher au scrutin universel des communes, on a décidé de créer les communautés de communes ou communautés d'agglomération. Mais là, les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, vous avez vu toutes les compétences qu'elles ont prises. Développement économique, aménagement du territoire, eau, assainissement, ordures ménagères, habitat social. Elles doivent écrire leur PLUI, plan local d'urbanisme intercommunaux. Elles doivent écrire la trame verte et bleue. Elles doivent écrire leur PCAET, plan climat, air, énergie. Elles doivent écrire leur plan alimentaire. Enfin, vous imaginez ce qu'ils ont pris. Vous imaginez. Bon, donc je vais surtout pas, je vais plutôt les plaindre à la fin de ce mandat parce que là, ils ont quand même accumulé les exercices de planification. Et je ne vous parle pas Bretagne au pur, je ne vous parle pas des bassins versants, je ne vous parle pas des sages, je ne vous parle pas de la biodiversité, je ne vous parle pas de tout ça. Donc il va falloir quand même qu'on soit un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus cohérent et finalement un peu plus opérationnel. Parce que tous ces exercices de planification se sont faits à marche forcée, on va le dire comme ça, même si ce n'est pas tout à fait vrai, mais parce que c'était compliqué et dans des conditions pas faciles. Bon, le président de région, Loïc Chénégera, a dit clairement qu'aujourd'hui, la politique territoriale allait se décliner en priorité en direction des intercommunalités. C'est-à-dire bras armés, pas bras armés, je n'aime pas le terme bras armés, mais bras opérationnels finalement de la planification régionale. Et donc l'idée, c'est de signer avec les 58 EPCI de Bretagne des contrats d'ambition. Et dans nos contrats d'ambition, il y aura ces questions. Il y aura ces questions de transition. Il y aura ces questions d'opérationnalité
de nos politiques publiques dans les territoires. Et aujourd'hui, il faut que collectivement, ce que j'ai dit en démarrant, on soit capable de parler de manière plus transversale. Et c'est là que Habibois peut avoir un rôle aussi facilitateur pour faire en sorte que cette transversalité, on la retrouve dans les EPCI qui sont les bons outils de médiation et de mise en œuvre territoriaux. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et donc, la future contractualisation de la région. La future contractualisation de la région, qui s'appuiera sur le CPER, contrat de plan État-région, qui s'appuiera sur la mobilisation des fonds européens, qui s'appuiera sur la contractualisation avec les territoires sur ces ambitions. Pour faire en sorte que non seulement la région souhaite engager ces transitions, mais souhaite aussi, au moment où on négocie les fonds européens, accompagner ces transitions de soutien financier de la part de l'État, de la région, enfin de l'Europe, pardon, la région. Voilà. Et l'idée, c'est de travailler en cohérence. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on imagine et la contractualisation et la mobilisation. Alors oui, dernier point, parce que ça c'est important, et c'est un point qui me tient à cœur. Aujourd'hui, l'argent de l'eau, il est dans les agences de l'eau. L'argent, quand on parle d'énergie, etc., il est plutôt chez l'ADEME. Quand on va parler de biodiversité, j'espère qu'on pourra compter sur l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il faut que la région soit en capacité de mobiliser ses agences, qu'elles soient de l'eau, de l'énergie ou de la biodiversité, pour être un peu le point d'entrée pour les territoires et faciliter les choses. Moi, si je peux me permettre, je voulais juste faire une remarque sur… vous avez effectivement répondu à l'une de mes interrogations sur le côté opérationnel. Il faut effectivement avoir un côté opérationnel et je pense que c'est au niveau des territoires, le PCI, vous l'avez souligné, que ça va pouvoir se faire. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que au niveau des territoires, ça ne se fasse pas que dans les territoires et que dans les services du territoire. Il faut absolument que les territoires se tournent vers la filière, vers les acteurs locaux du territoire pour pouvoir partager un peu toutes ces préoccupations, ces projets, et ainsi pouvoir décliner quelque chose qui soit vraiment opérationnel. Parce que c'est vraiment nous ce que l'on attend. On est des gens de terrain, on est des pratiques, et il faudra, enfin, on est tout à fait disposé à accompagner les territoires pour cela. Voilà, je voulais préciser. Moi, je partage ça. D'ailleurs, je me rends compte que là où ça fonctionne le mieux, c'est quand le technicien est à côté du politique, hein, pour aller justement parler des sujets. C'est là que ça fonctionne le mieux. Il faut de l'ingénierie. Il faut à un moment donné du politique et une ambition que vous avez, il faut qu'on peut partager collectivement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand vous mettez les trois éléments en phase, là, vous obtenez des résultats intéressants. Mais l'avantage de l'arbre, encore une fois, c'est qu'il a des entrées tellement diverses et multiples que du coup, c'est assez facile de fédérer. Ou ça peut être un bon outil pour fédérer les territoires. Merci, M. Burlot. Soyez assuré que ce plan que vous venez de décrire, qui est très ambitieux, correspond pleinement à nos attentes et que Habibois s'investira fortement pour assurer sa réussite et déployer ça au plus près des territoires. Je vous propose de conclure là notre Assemblée générale 2020. Je remercie les participants donc, qui se sont déplacés à côté de moi, Thierry Burlot, Laurent Le Mercier et Thierry Soquet, ainsi que toute l'équipe d'Habibois pour avoir contribué à cette organisation complètement nouvelle. Nous avions initialement prévu d'organiser cette assemblée à Lannion et de visiter le collège en cours de construction. Une rencontre de chantier en ligne sera prochainement proposée autour de ce projet. Pour finir, vous pourrez revoir cette assemblée générale sur la chaîne YouTube d'Habibois. Je vous dis à très bientôt.